L'empereur ne se trouvait pas à la séance. On a sorti de plus sans doute aux amis du principal intéressé. Nous avions le temps de sacrifier beaucoup à l'esprit de coterie. Ce repas ne reparut jamais. On le retira de nos cartons. Et l'on y mit même assez d'importance pour le redemander à ceux qui l'avions importé chez eux. Toutefois, quelque temps de là, les grands dignitaires de l'université furent mandés à la barre du conseil. L'empereur se fâcha, parla de la mauvaise organisation, du mauvais esprit qui semblait présider à cette institution importante. Dites qu'on gâtait toutes ses idées, qu'on exécutait jamais bien ses intentions. Monsieur de Fontaine courba devant l'orage et donc continua par moi son train accoutumé. Et l'empereur dit que son retour de l'île d'Elbe, on l'a assuré que ce maître de l'université s'était vanté après du gouvernement qui succédait de Washington de naturel au temps qu'il avait été en son pouvoir. L'imposition que Napoléon avait prétendu imprimer aux générations qui s'éleveront. Mardi 18. L'empereur m'avait fait appeler dans son cabinet. Avant le dîner, il était occupé à lire des journaux qui venaient d'arriver. Monsieur de Montelon a fait demander la permission de se présenter. Il lui a appris que Madame de Montelon venait d'accoucher d'une fille et a sollicité Sa Majesté de vouloir bien lui accorder la faveur d'en être le parrain. Après dîner, en résumant le papier déjà lu, l'empereur observait que l'agitation et l'incertitude continuaient à régner en France. Il faisait remarquer que les derniers papiers anglais s'exprimaient avec la dernière indécence sur la famille royale. Plus tard, un autre article la portait à dire les circonstances actuelles et besoins du moment est une sympathie d'ancienne date, concurrent extrêmement à favoriser le retour des rois en France. Cela doit être caractéristique comme chez le pape. Et s'arrêtant sur celui-ci, concluait encore pour celui-ci, tu vois, est-ce qu'ils sont affaires spéciales qui peut lui redonner une force réelle. Croirait-on bien que prisonnier à Fontainebleau, et lorsqu'il s'agissait de savoir s'il existerait lui-même et discuter sérieusement avec moi l'existence des moines et prétendait me mener à le rétablir. C'est bien là de la cour de Rome. C'était aujourd'hui l'anniversaire de la bataille de Waterloo. Les souvenirs ont été réveillés par quelqu'un. Il a produit une impression visible sur l'empereur. Je n'ai incompréhensible, a-t-il prononcé avec douleur. Concours de fatalité, ennui, Grouchy, né, Terlon. Et a-t-il eu trahison? N'y a-t-il eu que tout malheur? Ah, pauvre France, est-il s'est couvert les yeux de la main? Et pourtant, disait-il, tout ce qui tenait à l'habilité avait été accompli. Tout ne manquait que quand tout avait réussi. Dans un autre moment, il disait sur le même sujet, singulière campagne, où dans moins d'une semaine, j'ai vu 3 fois s'échapper de mes mains le triomphe assuré de la France et la fixation de ses destinées, sans la désertion d'une traître. J'anéantisais mes ennemis en ouvrant la campagne. Je les écrasais à Ligny. Si ma gauche eût fait son devoir, je les écrasais encore à Waterloo. Si ma droite ne m'eût pas manqué. Singulière défaite où, malgré la plus horrible catastrophe, la gloire du vaincu n'a point souffert, ni celle du vainqueur augmentait. La mémoire de l'un survécu à cette destruction, la mémoire de l'autre s'ensevelira peut-être dans ce triomphe.
Mercredi 19. Aujourd'hui, le Northumberland est parti pour l'Europe. Nous avions fait la traversée sur ce vaisseau. Nous avions souvent conversé avec tous les officiers que nous avions extrêmement bien traités. L'équipage nous avait montré beaucoup de bienveillance. Enfin, l'admiral Cockburn même, contre lequel nous avions bien plus de mœurs que de répugnance, et dont l'état au fond ne nous avions pas blessé le cœur, soit ces choses réunies ou tout autre dont je ne me rendais pas compte, ou bien peut-être encore cette disposition si forte, si naturelle, à s'attacher à ses semblables, est à s'écrier des liens sociaux toujours incertains, que nous ne nous trouvons pas indifférents à ce départ. Il nous semblait que nous perdions quelque chose. L'empereur avait eu une très mauvaise nuit. Il a mis le pied dans l'eau pour soulager un grand mal de tête. Il est sorti vers une heure pour promener dans les jardins, tenant le premier volume d'un ouvrage anglais sur sa vie. Il est parcouru en marchant. L'auteur se tenait pour moi mal intentionné que Goldsmith. Il renfermait moins de saleté, il est vrai, mais c'était encore les mêmes inventions ou la même ignorance, les mêmes contes, les mêmes faussetés et les articles de son enfance ou de ses premières années de collège. Tout était imaginaire et contrôlé, ce qui lui fit me dire que j'avais eu bien raison d'insister pour que tous ces objets se trouvaient en tête de la campagne d'Italie, que ce qu'ils aient en ce moment ne décidait plus que j'avais pu comprendre ceci. J'ai droit à dire ce que j'ai toujours négligé, que la campagne d'Italie dictait les chapitres réglés et finis. L'empereur s'était montré très incertain sur la manière d'entrer en matière. Il avait varié beaucoup et souvent tournant autour de trois ou quatre idées qu'il abandonnait et reprenait tour à tour. Quelquefois, il voulait commencer par quelque entreprise insignifiante dont il avait fait partie avant le siège de Toulon, une expédition manquée sur la Sardaigne. Quelquefois encore, il voulait mettre en tête les premiers commencements de notre révolution, l'état de l'Europe et les mouvements de nos autres armées. Je combattais toujours ces idées. Cela devait le mener trop loin, disais-je. Il avait commencé par me dicter le siège de Toulon. Et c'était là, soutenais-je constamment le véritable point de départ, l'ordre naturel, car ce n'était pas observé-je une histoire qui voulait entreprendre, mais bien ses mémoires particuliers. Dans ce bel épisode de siècle, il devait, disais-je, apparaître tout à coup sur la scène et sur le premier plan qu'il était destiné à ne jamais plus quitter. C'était à moi, éditeur, à consacrer dans une introduction de ma façon tous les détails des premières années et des temps antérieurs à Saint-Louis où Louis-Napoléon prenait la parole. Il goûta enfin cette idée, l'exposa, le débattit un jour à table et prononça qu'il s'y arrêtait. Voilà l'historique de la forme des campagnes d'Italie. Est-ce à croire l'empereur faisait allusion plus haut? À 3 heures, le gouverneur, le nouvel admiral Sir Pulteney Malcolm, on était introduit chez l'empereur qui, bien qu'il fût souffrant, a tenir moi très gracieux, fort causant. Avant et après dîner, l'empereur a parcouru l'ouvrage d'un ancien et des camps du vice-roi sur la campagne de Russie. On le lui avait dit affreux. L'empereur s'est tellement habitué aux débats et aux pamphlets que les déclamations ne lui font plus rien. Il ne voit plus dans ses ouvrages qu'il a fait
Et sous ce point, il ne trouvait pas celui-ci si mauvais qu'on le lui avait dit. Un historien y prendrait de bonnes choses, disait-il, des faits, et négligerait les déclamations qui ne sont faites que pour les sots. Or, ici, l'auteur prouve que les Russes eux-mêmes ont brûlé Moscou, Smolensk, que nous avons été victorieux dans toutes les affaires. Les faits dans cet ouvrage observé alors l'empereur ont été évidemment rédigés et pu être publiés sous mon règne au temps de ma puissance. Les déclamations ont été intercalées depuis ma chute. L'auteur n'a pas pu gâter le fond de son ouvrage, mais il a orné des turpitudes de la façon du jour. Quant au désastre de la retraite, je ne lui ai laissé rien à dire non plus qu'autre libelliste. Mon 12e bulletin a été leur désespoir. Ils ont été dans leur âge jusqu'à me reprocher d'avoir exagéré. Ils étaient furieux, je les privais ainsi de beaux sujets. Je leur avais enlevé leur proie. Après la citation de cet auteur et de plusieurs autres Français, tout dénaturant nos victoires et déclamant contre nous-mêmes, il n'a pu s'empêcher d'observer qu'il était sans exemple dans l'histoire de voir une nation s'acharner ainsi à ruiner sa propre gloire, de voir s'élever de son propre sein les mains occupées à flétrir et à détruire ses trophées. Mais du milieu d'elles s'élèveront indubitablement aussi, disait-il, des vengeurs. Les temps à venir nous tueront d'infamer le délire d'aujourd'hui. Et il s'écriait: se peut-il bien que ce soient des Français qui parlent, qui écrivent ainsi? N'ont-ils donc ni cœur, ni entrailles pour la patrie? Non, ils ne sont point français, ils parlent notre langue peut-être. Ils sont nés sous le même sol que nous, mais ils n'ont ni notre cœur, ni nos sentiments. Ils ne sont point français.